Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris qui cette semaine va être consacrée aux événements en cours. C'est toujours pas évident de faire des analyses à chaud, mais l'événement est quand même assez important et il nous dit bien des choses sur des tendances de fond en Amérique latine et je parle ici des contestations, de la protestation qui se déroule en Colombie et donc on va un petit peu analyser ces événements. Alors depuis le 28 avril 2021, eh bien, la Colombie vit un très très fort mouvement de protestation au cœur duquel est centralement la question sociale, tout simplement, à partir, de l'annonce d'une réforme prévue par le gouvernement, d'une réforme fiscale, alors qu'il n'était pas une surprise, qui était attendue, puisque d'abord il faut rappeler que le gouvernement d'Ivan Duque, qui a été élu en 2018, a un programme de gouvernement très clair qui a été annoncé sur le plan économique et social, en tout cas, qui s'organise autour de certaines réformes qu'on appellerait en Europe des réformes structurelles, très libérales, néolibérales d'inspiration, qui visent d'une part à organiser une réduction des dépenses publiques. Alors le problème c'est que ça se confronte à une période de crise économique et sociale assez terrifiante, en plus exacerbée à l'extrême par l'impact de la Covid-19, j'y reviendrai. En tout cas, le programme d'Ivan Duque, c'était d'abord de réformer le système des retraites. Alors, on voit qu'en Colombie, comme ailleurs, on retrouve souvent les mêmes sujets. Donc, réformer le système des retraites, c'est ce qui avait déjà provoqué l'immense mouvement de contestation de l'hiver 2019, donc juste avant l'arrivée de la pandémie, qui avait déjà mis la Colombie sous les feux médiatiques, exactement une situation de ce type-là. Mais avant le Covid, on avait déjà eu une mobilisation très très forte de la société colombienne contre cette réforme des retraites, qui avait aggloméré, articulé autour d'elle, cette mobilisation, tout un tas d'acteurs sociaux, politiques, associatifs en Colombie, qui en fait s'opposent non seulement à cela, mais qui s'opposent aussi globalement à la situation du pays, à la gestion du gouvernement. Et ça, c'était en 2019. Donc, ce qu'avait fait aussi le gouvernement d'Ivan Duque, on ne le dit pas assez souvent, c'est que déjà, en même temps qu'il voulait faire cette réforme de la retraite, il avait procédé à une première réforme fiscale en exonérant, en organisant l'exonération de la contribution des grandes entreprises, d'un certain nombre d'investisseurs, de catégories, disons, entrepreneuriales colombiennes, et faciliter tout un tas de choses sur le plan fiscal pour l'investissement, donc encore une fois dans la philosophie classique et l'orthodoxie libérale. Et déjà à cette époque-là, ça avait coincé dans la société. Alors le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu, disons, la diffusion de la crise sanitaire qui, donc, comme je disais, a exacerbé la crise économique et sociale. Alors, je ne vais pas faire ici une litanie des chiffres, mais enfin, la Colombie, c'est plus de 40% de gens pauvres, plus de la moitié des gens qui travaillent ce qu'on appelle familièrement au noir, c'est-à-dire dans le système D, sans aucun système ni contrat social ou de droit qui ouvre à des protections aux risques sociaux, sanitaires, de santé, de chômage, etc. Donc des gens qui travaillent au jour le jour et qui peuvent avoir une rupture de revenus du jour au lendemain et donc connaître très rapidement des problèmes très fondamentaux comme ceux de la faim, etc., de l'impossibilité de se loger, etc. C'est plus de la moitié des Colombiens. Un pays qui, avec le Chili et le Brésil, caracole en tête des pays les plus inégalitaires en Amérique latine, c'est-à-dire là où une portion réduite de la population concentre le plus de richesses par rapport à une portion majoritaire qui en a quasiment pas de ce revenu et de patrimoine du pays. Donc voilà un peu dans quel contexte tout ça se déroule. Et évidemment, la réforme des retraites ou la réforme fiscale qui avait commencé dans une première étape, le premier chapitre en 2019, a eu des conséquences aggravant finalement les conditions et surtout aggravant la détérioration du niveau de vie d'une majorité en fait de Colombiens, qu'ils habitent dans les grandes villes colombiennes, qu'ils soient dans le travail, l'artisanat, les étudiants, les femmes, les métiers précaires, et ben tout ça, ce sont les gens qui sont les plus frappés par les conséquences immédiates de tout cela. Et puis, donc, la pandémie est passée par là, plus de 3 millions de cas en Colombie, plus de 75 000 morts, faut prendre la mesure dans un pays de un peu plus de 40 millions d'habitants. Donc bref, la crise économique et sociale est vraiment radicalisée dans ces aspects. Et c'est ça qui est au cœur du mouvement qui reprend aujourd'hui, donc à la faveur du deuxième chapitre de la réforme fiscale, qui visait
pour officiellement justement renflouer les caisses de l'État frappé par la crise économique, par les dépenses qu'il a dû en urgence concéder pour, disons, pallier à l'urgence et mettre des rustines sociales par rapport à la pandémie, eh bien, renflouement des caisses par l'augmentation des impôts indirects, la TVA sur les produits de première nécessité, les produits de consommation, impôts qui, de manière inégalitaire, touchent autant la personne qui travaille dans le secteur informel que la personne qui a de gros moyens et donc c'est un impôt le plus inégalitaire et on est dans un pays où le système fiscal et le système de l'impôt est dit régressif, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas les inégalités sociales et de ce point de vue la Colombie n'est pas originale en Amérique latine puisque c'est un problème général en Amérique latine, c'est cette régressivité du système fiscal qui fait que l'impôt eh bien, pèse surtout par ces canaux indirects, par les impôts indirects, la TVA, etc., beaucoup plus que par eh bien, un système progressif de cotisation par tranche de revenus en fonction, où on paye en fonction de ce qu'on gagne en quelque sorte. Donc voilà où on en est et c'est ça qui a provoqué cette nouvelle explosion sociale à laquelle le gouvernement d'Ivan Duque a répondu avec la plus grande répression puisqu'aujourd'hui on déplore 37 morts, autour d'une quarantaine de morts déjà depuis le 28 avril en quelques jours. On déplore des centaines de blessés, des gens gravement blessés, éborgnés, qui ont reçu des balles, etc. réelles dans tout le pays. Il faut dire aussi que par rapport à 2019, dans ce mouvement, il s'est étendu à l'ensemble du pays. Il couvre une bonne partie du territoire national. Il n'est pas que concentré dans la capitale de Bogota. Donc des centaines de blessés. A priori, on parlerait de 3000 personnes qui sont déjà incarcérées, qui ont été arrêtées, avec des actions des unités commando de la police, de l'ESMAD, qui s'appelle l'ESMAD en Colombie, apparemment sans aucun contrôle. C'est-à-dire une liberté d'action des unités de police qui manifestement explique une bonne partie de ce bilan macabre qui ensanglante ce mouvement qui au fond demande finalement une amélioration des conditions de vie des Colombiens et plus de justice, c'est ça qui est au cœur de ce mouvement, donc une grande répression et maintenant va s'ouvrir une séquence assez indécise puisque le gouvernement d'un côté a proposé à retirer les aspects les plus contestés de sa réforme fiscale. En même temps, il a donc décidé de le retirer, mais ça n'a pas calmé le mouvement parce que ça marche toujours comme ça, un mouvement qui se met en place avec un niveau comme ça de conscience et déjà de maturation d'un certain nombre de revendications se déclenche à la faveur d'un événement, disons d'un fait nouveau qui arrive dans l'agenda, mais en réalité le motif de la protestation est beaucoup plus global, beaucoup plus large, c'est toutes les revendications de la société qui émergent et donc le retrait ne suffit pas à calmer le mouvement puisque le mouvement grossit et c'est ça qui effraie le pouvoir qui pour l'instant a choisi donc la répression et après la répression et sous pression aussi d'ailleurs de la communauté internationale et de beaucoup de voix qui se sont exprimées contre ce qui se passait en Colombie, l'ouverture d'un dialogue national dont il va falloir voir les conditions, les principes et la mise en place et sur quoi il va déboucher, puis en même temps la répression continue et le gouvernement a une stratégie de polarisation assumée. Il joue la carte de l'ordre, défendant la police, ayant appelé les militaires aussi, ça c'est un point important, on en avait parlé dans plusieurs autres chroniques, c'est l'implication croissante en Amérique latine sous diverses formes de l'institution militaire dans la gestion en fait, et le contrôle de la société. Et là on voit le gouvernement a demandé l'assistance militaire pour gérer la question de la sécurité publique, donc les militaires participent et confirment une forme de militarisation en fait, de la réponse politique aux revendications de la société. Alors en Colombie, on est dans un pays où en plus on parle d'un pays qui a vécu ou qui vit, on peut se poser la question, un conflit armé interne depuis des décennies, une culture de la violence qui est très forte de l'État, de l'armée, avec l'existence de groupes paramilitaires très forts, les guérillas, les groupes armés, le narcotrafic, etc. Donc on est vraiment dans un pays où la culture de la violence est très forte. Donc très rapidement, dès qu'il y a des choses, la radicalisation intervient rapidement. Donc on en est là. Donc un dialogue national incertain et de l'autre côté un mouvement qui ne désemplit pas, qui même se renforce, qui est fort, puissant et qui aujourd'hui semble vouloir continuer malgré les morts, malgré tout cela. Donc voilà un peu la situation. Il faut savoir que le programme de Ivan Duque, je vous disais, est assez clair. Il y a une feuille de route, il y avait les réformes structurelles, donc des retraites, puis fiscales, et puis il y en a une troisième dans les tiroirs du gouvernement. Va-t-il pouvoir la mettre en place? Je ne sais pas. C'est une réforme du marché du travail pour finalement approfondir la flexibilisation
du marché du travail, etc. Bref, on voit l'application d'une feuille de route somme toute assez classique dans les pays confrontés à des crises lorsqu'ils prennent des options néolibérales, réduction des dépenses publiques pour stimuler l'attrait des investisseurs internationaux, facilitation de tous les cadres juridiques et fiscaux pour ces derniers, et puis politique d'austérité qui pèse en fait sur les catégories populaires et les classes moyennes en fait, et c'est ça que les populations n'acceptent pas. Donc le bras de fer va être très très fort entre les deux pays. Alors tout un débat va se polariser autour de la question de la violence. Il ne faut pas sous-estimer non plus les atouts ou les forces de l'État. Il a une capacité de récurrence, de résilience, comme on dit, face à des mouvements puissants. Il encaisse les coups, mais derrière, il y a tout un discours sur le respect de l'ordre, le fait que les forces de sécurité et l'armée protègent les Colombiens contre en fait ce qu'il considérait être une cinquième colonne des délinquants, quasiment des terroristes qui seraient à l'origine de tous les maux sociaux du moment et les mouvements. Alors ce discours-là va-t-il prendre ou pas, on verra, mais il est quand même très très diffusé dans la société colombienne, dans l'État, dans les médias, dans une partie de la société qui est très conservatrice en Colombie. Donc le rapport de force va être très dur, d'autant que comme souvent, le pouvoir s'appuie sur quelque chose qui est aussi réel, c'est-à-dire que dans des pays qui sont comme ça assez, disons, détériorés, disloqués du point de vue social, où il y a des maux sociaux très très forts, très radicaux, avec vraiment des phénomènes de pauvreté dure, profonde, eh ben, on a toute une partie de la population enfin, une partie de la population qui effectivement constitue ce que au 19e siècle les marxistes appelaient le lumpenprolétariat, c'est-à-dire le prolétariat en haillons, un sous-prolétariat qui est constitué de pauvres déclassés, de gens qui sont vraiment retombés dans le souterrain de la société, dans les marges, et qui font les gens qui sont en dehors de la loi, effectivement la délinquance, etc. Tout ça existe, et dans des mouvements comme ça, populaires, amples, dans des pays où les conditions sont radicales, il est évident que ça charrie aussi ce type de catégories, et que ces catégories-là rentrent dans le mouvement, et qu'il y a des débordements, et qu'il y a des actes de rupture, des actes de vandalisme, etc. Tout ça existe, ça fait partie, disons, de la mécanique des mouvements sociaux lorsqu'ils se passent dans des sociétés où il y a l'existence de ce sous-prolétariat. Et évidemment, l'ordre en général s'appuie là-dessus pour finalement réduire, résumer et asphyxier le mouvement à ça, c'est-à-dire à dire que le mouvement, c'est un mouvement finalement anarchique, fait de gens violents et déclassés et désocialisés, limite barbares. Hein, c'est un peu la ligne du pouvoir, et qui justifierait, selon lui, l'action radicale et forte des forces de l'ordre et de l'armée, et donc pour protéger la bonne société contre finalement les classes dangereuses. Alors voilà, c'est une grille de lecture qui n'est pas nouvelle, mais parce que de ce point de vue-là, il y a des récurrences fortes dans l'histoire. C'est des choses qui ont été éprouvées au 19e siècle et puis aussi au 20e, auxquelles se sont confrontés d'ailleurs les mouvements sociaux, le mouvement ouvrier a dû faire face à tout ça. Et donc on retrouve finalement en Colombie aujourd'hui un scénario qui met en branle un peu toutes ces dynamiques-là. Donc l'avenir de ce mouvement, eh bien, on ne peut pas le prédire aujourd'hui, mais il change les lignes, il bouge les lignes en Colombie, puisqu'il accroît quand même le mécontentement et le nombre de gens qui ne se retrouvent plus finalement dans le gouvernement de droite de M. Duque et de son camp, qui est par ailleurs aux prises avec beaucoup de problèmes de corruption. M. Álvaro Uribe voit sur lui peser d'énormes suspicions de corruption et de liens avec les narcotrafiquants, etc. Donc il y a en tout cas quelque chose qui se passe dans la société colombienne, en particulier aujourd'hui. Celui qui arriverait aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion président, si les élections avaient lieu, c'est Gustavo Petro du mouvement colombien Humana, qui est le centre-gauche et la gauche, qui apparaît aujourd'hui encore plus qu'en 2018, où il était déjà arrivé en finale de manière tout à fait inédite dans le pays, en ayant perdu contre M. Duque. Il arrive aujourd'hui en tête dans les sondages. Les sondages ne font pas une élection, mais en tout cas, on voit qu'autour de ce mouvement, et à partir de lui, s'est créé, va se développer une dynamique aussi politique alternative, disons, au pouvoir en place. Et c'est ça qu'on va voir dans les mois prochains, avant que le pays n'entre dans sa campagne électorale, puisque en 2022, il y aura une élection présidentielle en Colombie. Donc on suivra tout ça de près, et tout ça nous renvoie de manière plus générale, comme on l'a développé dans d'autres chroniques, aux tendances qu'on voit partout en Amérique latine, de cette radicalisation des vies sociales et des vies politiques qui prennent des formes tout à fait différentes, mais qui trouvent leur source dans les crises économiques et sociales liées
à la période post-2008 dans un premier temps, et puis dans un second temps lié à l'impact et l'exacerbation produit par la crise sanitaire de Covid-19 qui est loin d'être terminée en Colombie comme en Amérique latine. À bientôt.